Bonjour, PN Théorie. Alors aujourd'hui, je remets en ligne une vidéo parce qu'on me l'a demandé, mais avec la voix humaine. Donc c'est la vidéo qui était intitulée Le monde pervers narcissique, avec les 13 caractéristiques de la façon dont les pervers narcissiques, les manipulateurs pervers perçoivent le monde, mais les pervers en général perçoivent le monde. Parce que selon moi, et c'est la proposition que je fais en toute humilité, mais qui est un peu différente peut-être de tout ce qu'on peut entendre sur la question, c'est que il y a une façon de percevoir le monde des pervers. C'est pour ça que lorsqu'on pose des questions, lorsqu'on ne comprend pas encore leur façon de penser, qu'on découvre tout ça, on pose des questions qui n'ont pas de sens quand on comprend comment est le monde pervers. Par exemple, quand on pose la question, est-ce qu'ils ont peur d'être démasqués? Pourquoi ne se rendent-ils pas compte qu'ils font mal, qu'ils font du mal, ou des choses comme ça? Ce sont des questions de bon sens, mais qui quand on comprend la façon de penser, la perception, la façon de voir les choses, la logique perverse, eh bien on comprend que ça n'a pas de sens ce qu'on pose comme question. Parce que lorsqu'on demande s'ils ont peur d'être démasqués par exemple, c'est comme si, lorsqu'on pose cette question, derrière il y a le fait que l'on suppose que ces personnes sont des personnes derrière leur masque et qu'ils... voilà, c'est ce que je voulais dire, qu'ils sont des personnes derrière ce masque. Alors qu'en fait, derrière ces masques, il n'y a personne. Ils sont ces masques. Ils sont les autres qu'ils rencontrent, ils fusionnent complètement avec, ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont dans un autre monde, une autre façon de voir. C'est pour ça que cette question n'a pas de sens. Et quant à le fait, est-ce qu'ils ont peur, justement, qu'on les démasque? Mais comme ils n'ont pas vraiment conscience d'avoir un masque, ils se sentent toujours à la fois une chose et une autre. C'est-à-dire ils se sentent mal à l'aise du fait de savoir qu'ils utilisent des masques, et en même temps, c'est leur vie de tous les jours, et puis tellement que c'est banal pour eux. Et puis d'un autre côté, ils pensent aussi que, surtout quand ils sont novices, mais ils continuent de le penser aussi après, que les autres font de même. Donc cette question n'a pas vraiment de sens. Et est-ce qu'ils ont peur d'être démasqués? Non, tout simplement, la question ne se pose pas. Vous voyez, c'est pour ça que ces questions n'ont pas de sens dans le monde pervers narcissique, et c'est pour ça que j'ai voulu expliquer dans cette vidéo, que cette fois j'intitule le fait de décoder, pour expliquer qu'il y a un code et qu'il faut pouvoir comprendre ce code pour comprendre comment est-ce qu'ils pensent. Comment est-ce qu'ils réfléchissent, est-ce qu'ils voient les évidences, qu'est-ce qui est cohérent pour eux. Parce que les mots, c'est pour ça que le terme de code va tout à fait, parce que les mots ne veulent pas dire la même chose pour eux. C'est-à-dire quand vous pensez mal, c'est-à-dire vous pensez le mal, ils aiment faire du mal, eux ils pensent la force. C'est-à-dire ils se sentent forts quand ils font ce que nous, ce que le bon sens, que jusqu'ici les valeurs ont, définissent comme étant le mal. Pour eux, c'est la force. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un monde, et c'est pour ça que si on ne décode pas, si on ne comprend pas qu'il y a une autre façon de comprendre les choses, que quand vous dites un mot, ils comprennent à leur manière, comme si c'était une autre langue presque, eh bien, tant qu'on n'a pas compris ça, pour nous, c'est incompréhensible. Or, il y a une clé de compréhension, et j'essaie d'expliquer, en tout cas c'est la proposition que je fais, avec ces 13 critères. Donc je vous souhaite une bonne écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour remettre en ligne, en fait, réactualiser avec la voix humaine, une vidéo que j'avais faite au tout début, donc il y a un peu plus d'1 an et demi, sur le monde pervers narcissique. Alors,
J'avais intitulé cette vidéo Le monde pervers narcissique pour montrer qu'il y a vraiment un monde entre notre façon de penser lorsqu'on est plutôt à tendance empathique et la façon de penser perverse, et en l'occurrence perverse narcissique, d'un autre côté. Voilà. Parce que selon moi, je ne vois pas les choses comme pathologie, non pathologie. Déjà pour moi, ça n'est pas qu'une maladie, donc je peux effectivement dire qu'un point de vue psychologique, un point de vue médical, on peut effectivement se dire, il ne pense pas comme nous, il y a quelque chose qui n'est pas du même ordre, donc se dire, comme les théories médicales et psychologiques fonctionnent comme cela, comme ça ne peut pas être dans la catégorie de quelque chose de sain, donc c'est forcément pathologique, et on peut nuancer en disant est-ce une maladie ou un trouble, bon, etc. Mais c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du sain. Voilà, c'est malsain. Et effectivement, je pense que c'est malsain. Mais le terme en lui-même, les conséquences, si vous voulez, du fait de l'avoir défini comme une maladie et de ne le définir que comme ça crée quelque chose, une sorte de totalitarisme intellectuel, si vous voulez, cognitif, qui fait que, en fait, on étiquette et ça nous empêche de penser le phénomène d'une autre manière. Et on le pense déjà uniquement en termes de personnes, alors que c'est un phénomène qui englobe autant les groupes, les nations, les personnes, voilà, c'est aussi collectif, ça peut être c'est une mentalité, selon moi, qui s'imprègne. Voilà. Donc elle imprègne des personnes. Donc on a théorisé le profil du pervers narcissique qu'on essaie d'affiner et que d'ailleurs les victimes arrivent à affiner mieux que les experts. Les anciennes victimes peuvent devenir des experts aussi, bien sûr, en essayant de réfléchir et de théoriser les choses et de bien faire les différences, donc de bien discerner les choses et d'essayer d'utiliser un peu la méthode scientifique, c'est-à-dire de ne pas généraliser à outrance, mais de voir s'il y a des constantes parmi plusieurs cas. Voilà, donc je vais terminer sur cette parenthèse. Donc je vais vous lire en fait le texte que j'avais prévu et qui était dit par la fameuse voix de robot il y a quelque temps, sur ce monde pervers narcissique. La perversion narcissique, au contraire, les perversions en général, ont en commun une perception du monde, une perception des autres et une perception d'eux-mêmes bien particulière. C'est pourquoi je parle de monde pervers narcissique. C'est donc du monde vu par les pervers narcissiques que va traiter cette vidéo. Alors, comment est-ce qu'ils voient le monde des pervers narcissiques? Donc, j'ai trouvé 13 points. Premièrement, la façon générale de voir le monde. Un monde inconsistant. Le pervers narcissique a une perception déformée du monde. Elle est égocentrée, c'est-à-dire que tout tourne autour de la satisfaction de ses besoins et ses intérêts propres à lui, au pervers. Tout reste flou, mal délimité, sans consistance ou sans importance dans sa conscience, c'est-à-dire qu'il ne va pas voir la gravité des choses. Il va jouer, comme on va le voir plus loin, à faire un peu, à dire oh là là, c'est grave ce qui se passe, parce qu'il faut être dans les conventions pour se faufiler et avoir l'air normal. Mais en fait, pour lui, peu importe quoi. Il a aussi un sentiment d'irréalité en fait, c'est ce que je voulais dire par là. Comme si tout ce qu'il faisait, c'était pour de faux. Un peu comme quand on était petit, qu'on jouait à pour de vrai, pour de faux. Il est entre l'imagination et la réalité. Tout se mélange. Et le fantasme, enfin tout ça, tout est mélangé. Il ne sait plus s'il a fait une chose, s'il a voulu la faire, en disant qu'il a fait des choses qui sont fausses, par exemple, lorsqu'il est assez menteur, ben en fait, il va s'imaginer qu'il l'a réellement fait. Il mélange un peu tout ça. Il y a cette notion de jouer à faire comme si, à faire semblant. C'est ce pourquoi le monde lui apparaît comme virtuel. Il est comme dans un jeu
vous savez, un reality game, un jeu de vie. Bon, bah voilà, il s'amuse, quoi. Donc c'est pour ça que dans sa perception du monde, les personnes sont interchangeables, en fait, comme des avatars dans un décor. Il ne les considère pas comme des personnes, lui-même déjà, il ne se considère pas forcément comme une personne, il ne sait pas, comme je vous l'ai dit, qui il était, dans son soi, il ne connaît que son ego, mais c'est très, comment dire, c'est très soluble, c'est quelque chose de très liquide, de volatile, ce sentiment d'être une personne. C'est pour ça qu'il se joue à être plus grand, le plus fort, etc. Parce que il a cette impression qu'il a du vide, en fait. Il ne considère pas les personnes comme des personnes à part entière, mais comme des choses. Ou alors des outils qui vont lui servir. Voilà. C'est ce pourquoi, lorsqu'il rencontre quelqu'un, il est content parce que cette personne est par exemple médecin et peut lui servir dans ses relations ou peut lui servir pour lui éviter de payer le médecin. Vous voyez, des choses comme ça, en fait. Il ne s'intéresse pas à ce que sont les personnes ou seulement pour les scanner et pour voir ce qu'il peut en retirer. C'est-à-dire pour comprendre s'il va pouvoir les exploiter ou alors en faire des boucs émissaires, en faire des victimes, hein, pour pouvoir se dédouaner de tout ce qui est mauvais en lui. Mais c'est tout. C'est pas des personnes. Il n'a pas cette idée de personne. Il ne comprend pas ce qu'on veut dire par personne. Alors, il est dans l'indécidable. Parce que toutes les options lui sont équivalentes et indifférentes. C'est pourquoi lorsqu'il semble tenir à une cause, il fait semblant. Il fait toujours semblant de toute façon. Pour lui, il s'amuse à se comporter comme quelqu'un qui a des principes ou des convictions. Mais en fait, il ne sait pas trop, une idée, un avis ou l'autre. Bon, il n'a pas une histoire de cause pour laquelle il se battrait. C'est juste son ego qui a derrière quand il le fait croire. Hein. Donc il change d'avis. L'important en fait pour lui, ce n'est pas de trouver un sens. Ce n'est pas de chercher à comprendre, c'est d'avoir le pouvoir dans la relation de gagner. La vie est un combat, ça vous allez le voir un peu plus loin dans les principes. Donc la psychanalyse nous apprend que cette inconsistance serait due au fait qu'au moins un de ses parents n'a pas pu le faire se construire comme une personne à part entière. Donc de ce fait, il n'est pas construit. Et c'est pourquoi, pour moi, il erre dans l'inconsistant comme un électron libre. Donc voilà pour le premier principe. Le deuxième, les valeurs du cœur n'existent pas. Alors pour lui, les valeurs qui sont en rapport avec la bonté, la bienveillance, la solidarité, l'amour, le partage, la volonté de partage, la gratuité, tout ça, ça n'existe pas. C'est faux. Il pense que les personnes en fait sont en lien les unes avec les autres uniquement par intérêt comme lui. Parce qu'il pense au départ, quand il est novice, que tout le monde est comme lui. Ou pour combler leurs besoins. C'est-à-dire, elles cherchent à combler leurs besoins, donc elles essaient de se lier avec d'autres personnes. Elles jouent la comédie de l'amitié, de l'amour, mais c'est pas vrai en fait. Voilà ce qu'ils pensent des autres. Donc ils pensent que vous êtes comme ça aussi. Surtout lorsqu'il est novice. Après, il comprend qu'il y a des personnes différentes. Donc les relations sont donc pour lui des associations utiles et seulement cela. La solidarité, la générosité, etc. Tout ça, ça ne peut exister que parce qu'on a une idée en tête et que cela peut nous servir dans une transaction future ou alors pour se faire bien voir, etc. Donc ces choses-là, ce fait que pour lui l'amour n'existe pas ou les valeurs, il les dévoile par exemple lorsqu'il est en confiance ou alors lorsqu'il lâche prise ou alors au début d'une relation où on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, ou lorsqu'il est devant quelqu'un qu'il juge particulièrement naïf, il va lui dire non mais je vais te faire mal, ne reste pas avec moi, je suis pas bon, moi je crois pas en l'amour, des choses comme ça. Voilà, donc il les dit parfois, mais en fait ça reste toujours dans l'ambiguïté, ce qui fait que quelqu'un qui effectivement qui ne peut pas imaginer que le mal existe va se dire oh il est en train ou elle est en train de plaisanter, en fait bon, on ne pense pas ce qu'elle dit, voilà. Donc il reste dans l'ambiguïté, dans le flou, pour pouvoir invoquer l'humour si jamais justement on prenait les choses au sérieux ou s'il choquait quelqu'un, en fait en testant, puisqu'il est toujours en train de tester
Voilà. Donc voilà pour les valeurs du cœur qui n'existent pas. Et lui, est-ce qu'il pense qu'elles existent ou pas? Bah, il sait pas, il s'en fout, quoi. Peu importe. Il pense qu'elles n'existent pas, mais après, il se dit, bon, si d'autres pensent qu'elles existent, qu'elles y croient, c'est des gens faibles, ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils y croient, ils vont se faire prendre, ils vont se faire avoir, c'est des gens faibles. Pour lui, les gens qui y croient sont des gens faibles, ou des gens très naïfs, donc encore plus qui méritent encore plus d'être bousculés, comment dire, qu'on se moque d'eux, qu'on les maltraite, parce qu'en fait, il se dit que ces personnes, elles le cherchent bien. Alors, la confusion, alors 3, la confusion entre le mensonge et la vérité. Alors le mélange de la vérité et le mensonge est permanent avec un pervers narcissique. Il jongle entre les deux, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop qu'est-ce que la réalité. Et il s'en fout un peu de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas. L'important c'est d'avoir raison, d'avoir le pouvoir. Donc en fait il jongle avec les deux par jeu, en s'amusant parfois de faire croire avec des gens, à des gens qui sont plus ou moins naïfs, etc. Alors avec l'expérience, il remarque qu'il ne peut pas se permettre de tout dire en société, parce qu'il y a des choses qu'on peut lui reprocher, ou des gens qui sauront bien manier le verbe, ou qui pourront avoir un pouvoir dans la société, des juristes, des juges, des gens qui ont un certain pouvoir, des enseignants, des médecins, des avocats, etc. Donc il se permet quelques libertés en mélangeant la vérité crue, mélangée à des mensonges. Et il fait croire que c'est de l'humour. Ce qui fait qu'il est impossible ou il est difficile pour quelqu'un d'un œil pas trop aguerri de distinguer l'élément vrai de l'élément faux. Il se persuade lui-même tout en parlant et tout en nous persuadant. Donc Rakamier nous dit que pour un pervers narcissique, un bon mensonge, ça compte comme si c'était la réalité. Ça prouve bien qu'il n'est pas dans la réalité du tout. Et qu'il se moque d'y être, quoi. Il s'en fout. C'est réel, c'est pas réel, on s'en fout, quoi. Donc cette réalité construite de faux et de vrai n'est pas stable. Donc il vit dans cette réalité, c'est pour ça que je vous dis qu'il est dans quelque chose de mouvant, d'instable. C'est-à-dire le lendemain, il va se contredire par rapport à ce qu'il vous a dit, tout en vous affirmant qu'il n'a jamais dit autre chose. Ou bien en faisant semblant de ne pas comprendre. Ou bien en vous faisant douter de votre mémoire, douter de votre compréhension. Voilà, donc, peu importe. Après, il peut savoir qu'il a dit autre chose la veille. Il peut très bien s'en rendre compte, s'en rappeler. Mais il fait comme si, parce qu'il est content de vous balader en fait. Il est content de s'amuser. Il joue comme un chat avec une souris à moitié morte dans les mains. Voilà, tout simplement, dans les pattes, pardon. Alors, le 4. La vie sociale est une mascarade. Donc, on l'a vu, le pervers narcissique ne croit pas aux sentiments. Néanmoins, il se met quand même en couple, parfois. Il a des enfants, parfois. Il dit qu'il aime, parfois. Mais il voit tout cela comme une mascarade, comme un jeu, en fait. Il dit, mais bon, il s'en fout, quoi. En fait, sa parole ne vaut rien. C'est un jeu qu'il doit jouer pour recevoir des bénéfices. Il se dit, c'est le prix à payer pour avoir ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire combler ses besoins sexuels, lui permettre de briller en société, lui permettre de paraître normal, tout simplement en construisant les apparences d'une vie conventionnelle. Donc il ne ressent pas l'amour. C'est pourquoi il ne croit pas en l'existence de l'amour. Donc moi j'insiste sur le fait qu'il ne pense que personne ne ressent l'amour. Quand il est novice, il pense que c'est comme ça, que personne ne ressent d'amour et que tout le monde joue comme lui la comédie des sentiments, de la bienveillance, de la pitié, etc., par convention sociale. Il pense que, par exemple, la politesse, la galanterie, les us et coutumes, le fait de faire semblant en public, etc., d'être ému, par exemple, d'éprouver des sentiments, ou encore de la colère, d'être indigné pour une cause, comme la mort d'innocents par exemple, il pense que tout ça, c'est une règle sociale, une convention, mais qu'en fait, tout le monde joue ce jeu social hypocrite, mais qu'en fait, tout le monde s'en fout. Il pense que tout le monde est pareil que lui.
que la vie sociale est une mascarade pour les autres. Après, quand il est plus expérimenté, qu'il a compris qu'il y a des personnes différentes, il pense que ces personnes sont faibles, et au lieu de penser que ce sont des personnes sensibles, il pense que c'est des personnes faibles qui se font avoir, et ben tant pis pour elles, quoi. Il a aucune pitié pour ça. Voilà, elle le mérite. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il était, il pense que l'être humain n'existe pas en tant qu'humanité, il n'y a pas d'humanité, on est des animaux. Simplement, la nature a fait qu'on a évolué comme des êtres, voilà, complexes. Mais bon, que les gens qui sont sensibles, pour lui, ça n'existe pas. C'est de la bêtise. De la bêtise et de la faiblesse. Voilà. Après, donc, quand il est expérimenté, il va rechercher ce genre de personnes parce qu'il sait très bien que c'est comme ça qu'il va pouvoir se sentir vivant en faisant porter à cette personne pas la culpabilité, parce que lui, il ne se ressent pas de culpabilité, mais tout le mauvais qu'il a en lui et qu'il veut expulser parce qu'il ne veut pas surtout se voir comme mauvais. Il se sent vide. Il voit bien, en voyant qu'il y a des personnes différentes, qu'il est mauvais et que le reste de la société, heureusement pour l'instant on est majoritaire en tant qu'empathe, que le reste des empathes aurait quelque chose qui pourrait lui être supérieur. Mais c'est ce pourquoi il les combat. Et il combat l'empathie, la bienveillance, la compassion. Il sent bien qu'il y aurait quelque chose de supérieur. C'est ce pourquoi il veut détruire le plus le plus possible ces personnes, ou cette bienveillance, cette vie, cette joie que les personnes ont en eux. Parce que lui, il sent du vide en lui. Il veut surtout pas aller voir ce qu'il y a en lui. Il connaît que son ego. Et il se dit que c'est pas possible qu'il y ait des personnes. Il sent intuitivement qu'il y a quelque chose de supérieur. Et il ne veut pas le savoir. Il ne veut pas. Voilà, donc il fera tout pour les ridiculiser. Donc la vie sociale est une mascarade. 5. Pulsion et dépendance. Alors il ressent quand même des choses. On me dit, parfois le pervers narcissique ne ressent rien. Non, il ressent des choses. Il ressent des pulsions, qu'elles soient sexuelles ou destructrices, de la jalousie, de la possessivité, de l'envie. Et il ressent aussi de la dépendance. Dans une relation, entre guillemets, amoureuse, c'est-à-dire en couple, il ressent de la dépendance. C'est pour ça qu'il a peur d'être quitté. Parce qu'il devient dépendant de l'autre personne, du fait aussi du fonctionnement qu'il a instauré entre lui et cette personne. Un fonctionnement où il déverse toute sa négativité, tout ce qui est mauvais, et il prend le bon de l'autre personne tout en essayant de la détruire, de détruire tout ce qu'il y a de bon en elle. Alors, il ne connaît pas évidemment la sérénité d'un amour désintéressé, et il ne pourra jamais le connaître tant qu'il aura fait ce choix, puisque je parle de choix pervers, tant qu'il continuera à faire ce choix, il continue à le faire chaque jour, hein, il pourrait très bien changer, eh bien, il ne connaît pas la sérénité d'un amour désintéressé. Il ne sait donc pas construire de relations. C'est pourquoi il ne veut pas communiquer, il fait tout pour faire un simulacre de communication, mais ce n'est pas du tout c'est le contraire de la communication. Donc en fait, les couples qui comportent un pervers narcissique en leur sein ne sont pas des couples. Si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, vous êtes seul. Voilà, avec un ou une perverse narcissique. 6. Ni bien ni mal, intérêt et pulsion. C'est tout. Donc le pervers narcissique croit réellement, quand il est novice, que tout le monde est comme lui, et que son comportement est la norme, et qu'il est légitime, parce qu'il se pense être comme un animal en fait, hein, qui cherche tout simplement le pouvoir, à gagner, à tuer l'autre, comme il ne doit n'en rester qu'un, il ne doit n'en rester qu'un en fait. Donc c'est pourquoi il est perdu lorsqu'on lui reproche de faire du mal, surtout lorsqu'il est novice au départ. Lorsqu'on lui reproche de faire du mal, il est perdu parce qu'il se dit, mais enfin, c'est tout à fait normal ce que je fais. Pour lui, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a que l'intérêt rationnel de chacun, que la volonté d'être plus fort, de se mesurer aux autres.
Et puis d'un autre côté, la satisfaction des pulsions. Donc d'un côté l'intérêt rationnel, de l'autre la satisfaction des pulsions. Donc il juge son partenaire irrationnel quand il lui demande de l'aimer, de lui donner des preuves de son amour, etc., de communiquer. Donc c'est pourquoi il est sincère en disant de l'autre qu'il est fou ou qu'elle est folle. C'est-à-dire qu'il pense sincèrement, quand il est novice, que l'autre a un problème, qu'il est trop faible, etc. Parce que selon sa représentation du monde, c'est-à-dire dans un monde où l'amour n'existe pas, où seul existe l'intérêt personnel et la satisfaction des pulsions, vouloir fonctionner comme un couple avec des sentiments, ça n'est tout simplement pas compréhensible. C'est fou, quoi. Voilà. Donc quand il est novice, il dit qu'effectivement, il ne repère pas le mal. Quand il est expérimenté, il sait très bien qu'il est du côté du mal. Et il veut le faire. Et il veut le faire par choix. Peut-être aussi parce qu'il est allé tellement loin que ce serait se remettre en question et que son ego ne le supporterait pas. Mais il sait très bien qu'il veut faire du mal et qu'il va faire du mal quand il flaire, quand il a scanné une personne qui serait une victime potentielle. Donc il le sait très bien, mais il juge les autres personnes faibles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sinon, s'il ressent intuitivement, quand il a des sursauts de conscience comme ça, que l'autre personne est supérieure ou qu'elle est différente de lui, ou qu'il y a des choses qui effectivement sont cohérentes dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense, ou la façon de sentir, il sent intuitivement qu'elle pourrait l'humilier, puisque pour lui, il se sent humilié quand quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, ou ressent quelque chose qu'il juge supérieur, qu'il sent intuitivement supérieur. Mais il ne veut pas le savoir, oui, il ne veut même pas arriver jusqu'à la compréhension. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir, ne veut pas savoir, ne veut pas entendre, quoi. Se met la tête dans le sable. Il ne veut pas en être conscient. C'est pour ça qu'il ne veut pas savoir à quoi il rêve, de quoi il rêve. Il ne veut pas rentrer dans cette compréhension, chercher à comprendre. Pour lui, c'est être idiot, quoi. Il veut rester dans l'ego et il veut que vous restiez aussi, parce que lui n'est pas arrivé n'arrive pas il ne veut pas. Il veut rester au ras des pâquerettes, et ben il ne veut pas que les autres fassent mieux que lui. Non, il veut qu'il soit aussi mal que lui, parce que lui, il est mal, bien sûr qu'il est mal. On me demandait, souvent on me dit, oui, mais les personnes qui veulent essayer d'excuser le comportement pervers disent, oui, mais le pervers, il souffre aussi. Bah oui, il souffre. Il souffre dans son ego. Il souffre de ne pas être toujours le premier, de voir qu'il y a des gens qui le devancent dans l'intelligence ou dans le ressenti, dans tout ça. Il souffre d'être humilié parfois, d'avoir des petites humiliations, et donc il ressasse pour pouvoir se venger. Oui, il souffre de ça. Voilà, ça c'est sa souffrance. Et de choses qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas, comme un enfant qui n'a pas le langage en fait. Il ne veut surtout pas conscientiser, voir au fond de lui, donc ni méditer, ni interpréter ses rêves, essayer de comprendre. Voilà, les autres sont des cons, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça, des idiots, et des idiots utiles. Le tout, c'est qu'ils lui soient utiles. C'est tout ce qui l'intéresse. Alors, en 7, le culte de la grandeur. Alors, sa valeur suprême, c'est la grandeur en toute chose, la valeur qui le fascine, vous voyez, ce qui le fascine vraiment, ce qui le laisse bouche bée, c'est la seule chose en fait qu'il puisse admirer. En fait, il se sent déjà très fort, puissant, grand, donc il ne peut respecter que ce qui le dépasse, ce qui le fascine. Il est donc séduit, par exemple, par l'excellence, par le haut niveau dans un domaine, par exemple dans la beauté, la compétence, le pouvoir, les capacités physiques, etc. Il a besoin d'être impressionné, fasciné pour respecter l'autre. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne dure pas. Donc je vais continuer à lire ce que j'avais à dire et je vous dirai ensuite s'il faut compléter. C'est cette fascination qu'il ressent lorsqu'on croit qu'il est amoureux, ou lorsqu'il se croit amoureux ou passionné.
En fait, il ne connaît pas ces états de passion. Ce sont juste des périodes où il se sent petit par rapport à quelque chose qui le dépasse. Et alors il avoue qu'il est épaté. Mais hors de ces périodes, il ne trouve personne à sa hauteur pour jouer ces fameux rapports de force qui le font se sentir vivant. Donc on le verra plus tard, il ne connaît que des rapports de force, pas des relations, pas des partages. Alors effectivement, lorsqu'il est fasciné, lorsqu'il est épaté par quelqu'un, il va le mettre au nu. Il va lui dire waouh, mais toi, attends, jamais vu quelqu'un comme ça. Donc il va être fasciné. Voilà. Alors, ne croyez pas que ça va durer. Il va être fasciné, mais peu à peu, vous allez, si vous êtes comme ça, lui faire de l'ombre. Donc ça va l'embêter. Donc il va faire tout pour essayer de vous contrer dans des combats quotidiens ou réguliers. Parce que pour lui, comme il vous voit comme quelqu'un de supérieur, qu'il est fasciné, il faut absolument qu'il vous fasse tomber. Vous voyez, parce qu'il ne doit en rester qu'un. Et ça doit être lui. Alors on verra aussi, peut-être dans une autre vidéo, oui, je n'avais pas pensé jusque-là à la faire, comment est-ce qu'il fait quand il trouve plus fort que lui, c'est-à-dire un pervers narcissique ou quelqu'un d'extrêmement toxique ou malade et qui a une pathologie avérée de mythomanie, de mégalomanie ou qui va encore plus loin dans la perversion, parce qu'il y a des degrés de perversion, selon moi, enfin, par ma théorie, il y a des degrés de perversion, les plus ou moins. Et donc, comment il fait quand il a une personne comme ça? Bah, il se soumet, parce qu'il ne doit n'en rester qu'un dans sa logique. Donc, hors de ces périodes où il ne trouve personne à sa hauteur et qui le font se sentir vivant, il reste dans c'est lui le plus grand, le plus fort. Ah oui, alors ce que je voulais dire, c'est que c'est pas tout le temps, il va essayer de vous faire tomber s'il voit qu'effectivement vous êtes plus fort que lui. Alors il l'avouera pas forcément, hein. Il l'avouera quelquefois. Et puis d'autres fois, il dira le contraire, y compris dans la même phrase, dans une même phrase, c'est-à-dire dans cette sorte d'ambiguïté pour que vous ne sachiez pas ce qu'il veut dire exactement. Est-ce qu'il est vraiment fasciné? Est-ce que je le fascine? Est-ce qu'il est épaté? Est-ce qu'il m'admire? Ou est-ce que, en tout cas, il est en train de me rabaisser complètement? Mais en fait, il dit les deux parce qu'il sent cette jalousie, cette envie d'être comme vous, que vous avez quelque chose de plus que lui ou quelque chose qui le dépasse. Alors là, ça va pas durer longtemps, cette admiration. Il va faire en sorte que par rapport aux autres, de vous mettre dans des situations où il va dire que vous êtes trop fort ou trop forte ou trop belle ou trop intelligent ou trop ceci, trop cela, ou vous avez réussi ou tel examen ou vous avez tel poste, et en rajouter pour que quand vous revoyez ces mêmes personnes, que vous soyez embêté pour vous mettre en porte-à-faux dans des conversations parce que vous n'aviez jamais dit ça. Mais lui va faire en sorte pour essayer de vous contrer et de continuer à vous sentir mal à l'aise. Voilà. Donc il souffre, il se sent mal à l'aise dans ces conditions parce que son ego est menacé. Il souffre quand son ego est menacé. Et dès que son ego est remis bien, c'est-à-dire en vous faisant souffrir ou en faisant souffrir d'autres autour de vous, ou en vous mettant à porte-à-faux, ou en commençant déjà à réfléchir à un moyen de se venger, faire comploter un peu des choses comme ça, il se réjouit d'avance, se frotte les mains. Alors là, il va beaucoup mieux. Voilà, il va beaucoup mieux et il souffre moins. Voilà, mais il ne souffre pas de se dire waouh, je suis quelqu'un de mauvais quand même, etc. Non, 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 jamais il s'est posé la question. Pour lui, il n'est pas quelqu'un de mauvais, où il peut le voir comme un art. C'est-à-dire, il peut aussi verser, alors je ne sais pas si je l'ai dit, parce que tout ce que je vous lis, je l'ai écrit il y a environ 2 ans. Donc en fait, il peut voir aussi la mauvaiseté, la méchanceté, la perversion, disons-le, c'est-à-dire se réjouir du mal qu'on fait aux autres et tout ça, comme un art. C'est-à-dire de vouloir faire le mal pour le mal, mais alors de le faire bien, quoi, comme un artiste qui va toujours être dans la création pour trouver des moyens de, par exemple, faire en sorte de diviser pour mieux régner,
voilà, toutes les techniques de guerre qui existent, voilà, il va se débrouiller pour les trouver lorsqu'il est expérimenté, parce qu'effectivement, il peut se dire, bah, je vais exceller dans mon art, je vais faire tout pour exceller. Alors 8. Ses seules activités, se battre et jouer. Le rapport de force est donc la principale forme de relation qu'il connaît. Lutter, se battre, agresser, mettre à terre, ridiculiser, etc. Dans sa façon de voir le monde, le combat est l'activité principale entre les personnes. Il ne conçoit pas de rapport d'égalité. C'est comme s'il ne devait y en avoir qu'un. Un seul chef, charismatique, imposant, fascinant. Dans son psychisme, c'est lui, tant qu'il ne trouve pas provisoirement de personne à sa hauteur. Dans les rapports avec les autres, il passe tout son temps à anticiper de nouveaux combats qu'il peut jouer avec les autres, parce que pour lui, c'est un jeu. Il a donc toujours un coup d'avance. Quand vous pensez que la mer est calme, c'est parce qu'il est en train de réfléchir à une crasse. Donc, voyez un peu comme il minimise les choses, ou comme il, comment dire, j'ai fait une crasse à un tel, je l'ai torturé un petit peu. Voyez comment il minimise, ou comment il joue, il jubile en disant ces choses-là, comme il le dirait par exemple à quelqu'un d'autre qui serait pervers comme lui, ou bien à quelqu'un d'autre pour se faire bien voir, sembler le plus malin, etc. Donc il a toujours un coup d'avance, il se délecte du plaisir qu'il va pouvoir en retirer. Les contacts avec les autres lui apparaissent comme des épisodes d'une saga qu'il contrôle pour gagner et éliminer, au sens propre comme au sens figuré, les autres. C'est-à-dire que lorsqu'il vous a contré, pour lui, il vous a éliminé provisoirement. Et puis, si jamais il n'en a pas mis assez, il va réfléchir à ce qu'il pourrait vous dire une prochaine fois pour que vous soyez ridiculisé aux yeux des autres, ou même à ses propres yeux, ou même à vos propres yeux, vous voyez. Donc c'est ça, les combattre, c'est ça. C'est pas des combats physiques, c'est pas seulement des combats, des joutes verbales, c'est ridiculiser, c'est mettre à terre de tous les moyens possibles, affaiblir. Donc se battre, c'est un jeu pour lui. Comme un enfant, il se réjouit de connaître des personnes. Pourquoi ? Parce que quand il est sociable, il va pouvoir se mesurer à elles et donc jouer ses jeux, ses combats. Mais lorsqu'il est plutôt solitaire, il dissimulera encore plus sa jubilation. Alors, numéro 9, l'autre. Donc il y a un certain rapport à l'autre dans le pervers narcissique. L'autre est un avatar. C'est pourquoi il ne comprend pas que ses propos blessent ou rabaissent, car il trouve normal de se battre. C'est même pour lui de bonne guerre. Il méprise alors celui qui s'effondre devant ses mauvais coups, parce que pour lui, l'adversaire n'est pas de taille. Donc vous n'êtes pas de taille si vous vous épuisez et vous vous écroulez devant lui. Selon lui, c'est la loi du plus fort qui est la loi humaine, la loi dans ce monde. Il est normal donc que l'autre disparaisse, meure sous les coups, soit torturé. C'est bien fait pour lui, bien fait pour sa gueule, comme dirait mon ex-conjoint pervers narcissique. Donc il n'a aucune pitié, car il s'agit d'un jeu animal qui est la norme dans son monde. Il ne ressent donc pas de compassion pour autrui, parce que pour lui, les personnes sont inconsistantes. Il les voit comme des instruments, des outils, comme je l'ai dit tout à l'heure, des moyens pour gagner un combat dans la vie, c'est-à-dire soit se hisser dans l'échelle sociale, soit s'enrichir, soit dominer d'une manière ou d'une autre. Donc il mime la pitié, la peine, mais il ne ressent pas ces émotions. Pour lui, l'autre n'existe qu'en tant que chose. Il est dans la réification. Et la réification, c'est considérer les personnes comme des choses. De même qu'un lit lui servira pour dormir, par exemple, un marteau lui servira pour planter des clous. Il ne comprend pas la valeur de la vie humaine. Il voit les êtres humains comme des clones qui peuvent être remplacés. C'est pourquoi il n'a pas de peine au décès de quelqu'un. Il simule ses sentiments pour... en fait, il pense que tout ça fait partie de la mascarade sociale, que la plupart des gens sont comme lui, sinon qu'ils sont faibles, comme je vous l'ai dit. Numéro 10. Tout est relatif, toujours.
Le pervers narcissique ne s'intéresse pas à la vérité ou à sa recherche. Dans une conversation, il cherche surtout à gagner. Que ce soit en faisant grande impression ou en se moquant de son interlocuteur, et le mieux c'est qu'il s'en rende compte, ou encore à apparaître comme le meilleur. S'il laisse parfois ou s'il est obligé de laisser l'autre avoir le dessus, provisoirement, il cogite ensuite pendant des heures sa revanche, puis il la met en œuvre. Il dit tout et son contraire. Il n'a donc pas d'opinion et il s'en moque d'avoir une opinion. Mais il fait croire qu'il en a une, et il la défend dur comme fer. Mais en réalité, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner dans ce qui est pour lui un rapport de force, un combat. 11. Vous l'agressez du simple fait que vous existez. Le pervers narcissique, dès qu'il vous rencontre, est envieux de vous. Ce qu'il remarque chez vous, qu'il vous envie, ça peut être votre beauté, même si vous n'êtes pas particulièrement beau ou belle, mais ce qu'il estime être pour lui de la beauté, ou alors l'aisance relationnelle que vous pouvez avoir, ou votre prestige social, ou votre profession, votre imagination, votre sens de l'humour, enfin tout ce qui peut être une qualité et ce qui l'embête parce qu'il ne l'a pas. Tout cela, c'est une offense, c'est une humiliation pour lui, parce que ce n'est pas lui, il est jaloux en fait, il est envieux et jaloux. Ce n'est pas lui qui a tout ça, c'est vous. Et vous en faites état. Même si, comment dire, vous ne le criez pas sur les toits, etc. Le simple fait que vous existiez, que vous soyez là devant lui, c'est une offense, c'est une agression, c'est une humiliation. Donc en fait, tout ça voilà, lui apparaît comme une agression, se sent agressé, donc il a envie de se défendre. Il ne faut pas oublier que toute relation, c'est un combat pour lui, ou un jeu pervers. Donc s'il perçoit quelque chose chez vous qu'il vous envie, il pensera que vous le provoquez. Voilà, il pensera clairement que vous le provoquez, que vous l'avez fait exprès. Voilà. Donc tout ce qu'il désire et que vous incarnez, c'est pour lui comme une défaite. Quand bien même vous ne parleriez pas, il interprétera le moindre détail comme un affront et dès cet instant voudra se venger. Donc quelqu'un qu'il envie, il envie quelqu'un, quand il rencontre la personne, il en est jaloux, eh bien tout ce qu'il veut c'est se venger, faire en sorte de faire tomber, vous faire perdre la face, etc. 12. Il se défend lorsqu'il vous agresse. C'est pourquoi le pervers narcissique considère qu'il se défend légitimement lorsqu'il vous agresse et ou qu'il vous diminue. Un ou plusieurs attraits qui viennent de vous lui sont insupportables. Il ne peut que vouloir vous affaiblir et vous éliminer. Son ressenti de malaise face à vous, lorsqu'il est envieux de vous, parce qu'il l'est, il apparaît comme un délire en fait, comme si vous lui portiez un coup insidieux, symboliquement. Il vous prête même l'intention dans son délire de lui vouloir du mal. L'air de rien. Ce qui attise sa haine envers vous. Voilà. Il a l'impression vraiment que vous lui voulez du mal simplement parce que vous êtes là et il a l'impression que vous l'agressez alors que vous êtes simplement vous-même. Donc il se défend et il va vouloir tout faire pour vous éliminer, vous affaiblir, vous diminuer, vous faire perdre la face. Il a cette haine parce que pour lui, il doit n'en rester qu'un. Enfin, 13, numéro 13, dernier, le désir est un désir de soumettre. Donc le désir qui peut exister, le seul désir qui peut exister selon lui, c'est le désir de dominer et donc le désir de soumettre. C'est comme ça dans le monde, c'est sa façon de voir le monde pour lui, puisque, comme je vous l'ai dit, l'être humain est un animal comme les autres, selon lui. Il nie complètement l'élévation de l'être humain, ses capacités d'élévation, de vouloir le bien des autres, etc., la gratuité. Tout ça, il le nie, il dit qu'au fond de lui, nous ne sommes que pulsions, en fait. Voilà ce qu'il pense, parce que lui, c'est comme ça qu'il se ressent. Donc, en fait, il y a quand même du désir. Alors, il se dit, ce désir, d'où il vient? Donc, lorsqu'il a une attirance sexuelle envers l'autre,
le pervers narcissique interprète cette attirance, le ou la perverse narcissique, comme venant de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas moi qui suis attirée par cette personne, c'est cette personne en fait qui est attirée par moi. Donc ce n'est pas lui qui est attiré, c'est l'autre qui est attiré, d'accord? Voilà. Sinon, il attribue à l'autre des capacités magiques, un peu comme un sort qu'on lui aurait jeté pour qu'il soit attiré. C'est-à-dire qu'il va penser, si par exemple il se sent attiré par vous, il va se dire non, c'est pas possible, c'est pas moi qui suis attiré, c'est elle ou lui qui a envie d'être avec moi, qui est attiré, qui ressent du désir pour moi, mais c'est pas moi. Ou alors, ah, oui, peut-être que j'ai du désir pour cette personne, mais c'est parce qu'elle a dû faire quelque chose de magique, elle a dû me jeter un sort, elle a dû faire tout pour que je tombe dans ses filets. Donc il pense que l'autre est forcément stratégique et que tout ce que nous faisons, c'est forcément intentionnel, pour lui faire du mal ou pour l'avoir, pour le dominer. Comme il n'existe pas de désir amoureux selon lui, que des désirs de domination, de soumettre l'autre, il pense que, eh bien en fait, vous voulez le dominer. Donc, quand vous n'avez rien fait, que tout simplement il vous désire, c'est-à-dire il ressent de l'envie, une envie sexuelle pour vous, il ou elle, eh bien il va avoir envie de vous dominer et parce qu'il se dit « Ah, cette personne me veut du mal, elle veut me dominer ». Vous voyez en fait comment il pense, c'est complètement tordu. Donc il pense que les autres en fait sont comme lui, qu'ils passent leur temps à établir des stratégies et des jeux pour combattre dans des rapports de force continuels. Donc en fait, il pense que vous voulez le séduire, le manipuler, pardon, par la séduction. Et que le fait de vouloir le séduire, quand bien même vous n'aurez rien fait pour cela, ou que vous soyez homme ou femme, il pense que vous faites tout, que c'est une manipulation de plus. Et une manipulation très forte, c'est-à-dire qu'il se dit, waouh, là, il ou elle est très forte, hein, parce que ou est très fort, et il réussit à me manipuler, à provoquer chez moi cette envie, ce désir, voilà, qu'il veut attribuer à quelque chose de magique, de hors de lui, parce qu'il se dit c'est pas possible, moi je ne peux pas avoir du désir. Imaginez quelqu'un qui se sent fort, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de désirer. Quelqu'un qui est le seul, qui est voilà. Tout ce qu'il veut, c'est jouer avec des rapports de force sans arrêt pour se reprouver à chaque fois. Comme si c'était toujours, comme si le titre était toujours remis en question. Qu'il est le plus fort, vous voyez. Et donc il se dit, là, ben, quelqu'un veut me manipuler, veut me séduire, veut que je tombe dans ses filets. Me séduire dans le sens de manipuler, hein, manipuler par la séduction. Donc il faut absolument que je domine cette personne. Voilà. Et donc il pense que vous lui voulez du mal. Quand bien même vous lui voulez tout le bien du monde et que vous êtes amoureux ou amoureuse de lui, il pensera toujours que vous lui voulez du mal. Tout ce que vous dites est interprété de manière négative. En fait, comme si vous étiez exactement comme lui, hein. Il va projeter ses envies de détruire l'autre, de le vouloir du mal, sa paranoïa sur vous, hein. C'est vous qui devenez parano, etc. Voilà, donc voilà terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'avancer dans la compréhension de la perception du monde du pervers ou de la perverse, et puis de ce profil un peu spécial de pervers narcissique, et qu'elle va vous permettre de pouvoir trouver quelques pistes pour pouvoir traiter avec lui lorsque vous êtes obligé dans des rapports de travail ou familiaux. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci de cliquer sur le pouce levé si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. En attendant, prenez soin de vous.